Cette semaine au balado, on analyse la campagne électorale canadienne et la victoire du Parti libéral de Mark Carney avec Jérôme Blanchet-Gravel et François Fournier. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine Libre Média. Je suis votre animateur Francis Denis, en compagnie cette semaine du rédacteur en chef de la Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel, ainsi que le philosophe et podcasteur au podcast Yann et Frank, François Fournier. Bonjour à vous deux. Salut Francis. Bonjour. Et notez que la campagne électorale et le résultat de cette élection 2025 a été traité en long et en large et le continuera à l'être sur le site web de Libre Média au libretradingmedia.com. Alors, à vous deux, je vous lance une première question. Parlez-nous un peu d'abord peut-être de la campagne électorale elle-même avant d'analyser et de voir les conséquences de cette élection de Mark Carney. Le vote a eu lieu lundi dernier, 28 avril, et on a rapidement vu, malgré un soubresaut sur Polymarket où certains ont pu espérer que les deux se rapprochaient un peu à la dernière minute, mais finalement, bon, tout est rentré dans l'ordre, entre guillemets, l'ordre qu'on avait annoncé par l'ordre politico-médiatique canadien. Alors, à vous deux, commençons peut-être avec Jérôme. Là. Qu'est-ce que tu as pensé de cette campagne électorale prise d'une manière globale? Ben écoute, moi, comme je l'ai écrit justement à Libre Média, je considère que d'abord, c'est très inquiétant. Je sais qu'on abuse beaucoup du mot inquiétant ces temps-ci dans les grands médias. Tout est inquiétant au Québec, au Canada. Mais dans ce cas-ci, je pense qu'on peut l'employer. Je suis très pessimiste pour l'avenir du Canada. Je suis rendu quasiment le principal représentant de l'école décliniste, si on peut dire. Donc, j'ai publié un texte à Causeur, Francis, intitulé il y a 2 semaines, intitulé « Canada, la chute hors de l'histoire d'un pays en pyjama », un article qui a été repris en espagnol à Infobae en Argentine sous le titre « Le Canada, un pays qui est dans le déni de son propre déclin ». Et je pense que l'élection de Mark Carney, c'est l'élection du déclin. C'est-à-dire les Canadiens avaient 2 choix, embrasser leur déclin ou freiner l'hémorragie. Et malheureusement, ils ont choisi la première option. Donc, je m'attends quand même dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, écoute, à ce que la situation empire sur le plan notamment économique, mais aussi social. Il y a plusieurs symptômes de ce déclin-là. Évidemment, la crise du logement, la crise de l'itinérance, la crise du fentanyl, plus dans l'ouest du pays. Donc, il y a plusieurs symptômes qui pointent vers cette grande maladie qui est le déclin du Canada. Et je reviendrai sur les éléments un peu plus qui concernent la mainmise d'un certain parti unique, en fait, sur le Canada, mais je laisse Frank, le dénomiseur, poursuivre. Donc, pour vous, Jérôme, c'est dans le fond, votre perspective, c'était que la campagne actuelle, c'était vraiment l'avenir du Canada qui se jouait. Et donc, vous bifurquez un peu de l'analyse qui avait été faite, de l'enjeu de la campagne qu'on nous a décrété, c'est-à-dire que c'était l'élection contre Donald Trump. Là. Donc, François Fournier, vous, comment avez-vous vu cette campagne électorale? Ben, je dirais que c'est comme à peu près tous les sujets. Le Canada n'a pas échappé, en fait, à la confiscation, j'ai envie de dire, trumpienne de tous les sujets. Je sais pas si on pourrait avoir une meilleure expression que ça, mais vous avez vu que l'Ukraine maintenant est devenu un sujet relié à Trump presque exclusivement. Gaza est devenu un sujet relié à Trump et ses hôtels. Même la mort du pape, en fait, ce qu'on retenait de cet événement-là, c'était que Donald Trump portait un veston bleu alors qu'il aurait dû porter un veston noir. Ou que J.D. Vance était le dernier à avoir rencontré le pape. Okay. C'est ça. Et donc, J.D. Vance aurait empoisonné le pape, selon des chroniqueurs dans le Journal de Montréal. Donc, en fait, tout devient relié à Donald Trump il y a quelque chose qui est valide là-dedans, dans le sens que, c'est le président des États-Unis, de la plus grosse puissance militaire mondiale, et puis c'est un personnage hors du commun qui ne respecte aucun code de la diplomatie traditionnelle. Donc, il y a un aspect là-dedans qui est vrai. Par contre, ce que ça a créé au Canada, c'est que ça l'a confisqué une campagne électorale qui aurait dû porter sur le bilan des 10 dernières années
au Canada, donc d'une gouvernance libérale qui a été tantôt majoritaire, tantôt minoritaire, qui a cédé dans sa période minoritaire à peu près à tous les caprices du NPD, qui fait que bon, les finances publiques aujourd'hui sont une catastrophe. Il y a une crise du logement, il y a une crise de l'itinérance, comme le disait Jérôme. Il y a toutes sortes de problèmes sociaux, le fentanyl, tout ce que vous voulez, qui ne font que s'amplifier. Mais plutôt que de parler de ces problèmes-là, ce qui était, je pense, la stratégie de campagne des conservateurs, qui était la bonne jusqu'à l'arrivée de la crise, elle a forcé tout le monde, comme disait mon ami le professeur Caron, à se rouler dans le sirop d'érable et à jouer qui sera le plus le capitaine Canada. Même, en fait, le Bloc est obligé de jouer dans cette comédie-là, et on avait presque à un moment donné l'impression que le Bloc québécois était devenu un parti nationaliste canadien. Donc, il y avait presque quelque chose de ridicule, en fait, là, dans toute cette campagne-là, ce qui fait qu'on a parlé d'à peu près aucun sujet. Moi, je l'ai écrit sur X dans un petit bilan de campagne que je faisais. Je disais, on aurait dû parler de la crise du logement et de l'accès à la propriété. Je veux dire, on a des couples de professionnels qui vivent à Montréal. Tu as une avocate et un médecin, et ces gens-là se demandent s'ils vont pouvoir acheter une maison dans certains coins de l'île de Montréal. Je pensais que c'est normal, là. C'est que le pays est complètement brisé du point de vue de l'immobilier. On n'était pas supposé, dans n'importe quel pays, avoir ton 1%, parce que une avocate, un médecin, c'est le 1%, là. Un couple de ce genre-là, tu es dans le 1% au Canada des revenus les plus élevés, et tu te demandes si je vais-tu pouvoir rester à Pointe-Claire comme mes parents, ou je vais devoir aller vivre à Saint-Jérôme ou à Longueuil ou à Saint-Hyacinthe. Ça, c'est pas normal. Mais on n'a pas parlé de ça. On a parlé de est-ce que vous achetez des fraises du Québec, ou est-ce que vous consommez des produits américains, des boycotts, toutes sortes de sujets un peu périphériques. Et malheureusement, ça a amené à ce que Jérôme parle. Je pense que c'est un choix que les Canadiens ont fait, qui a été moins marqué que on reparlera peut-être des sondages, là, que ce que les sondages ou les agrégats de sondages semblaient voir. Et on voit que les Canadiens ont absolument pas pris la responsabilité qu'ils devaient prendre, c'est-à-dire de choisir un peu de changement à un moment donné après 10 ans, parce qu'on arrivait à une fin de cycle. Et je vais attirer en concluant votre attention sur quelque chose. On nous a dit que les Canadiens croyaient à une menace existentielle majeure. Ils avaient peur de se faire annexer, d'être assimilés par les États-Unis, de devenir de force le 51e État. Bon, tout ça, c'est pas ce que montre le taux de participation. Dans une élection où on nous dit qu'il y a un enjeu de vie ou de mort nationale, de survie nationale, il n'y a pas 67% des gens qui vont voter. Il y a 80, 90, 95%, comme dans un référendum. Donc, il y a 30 quelques pourcents, 20 quelques pourcents de la population qui, pour elle, se sentait même pas interpellés par cette affaire-là. Donc, en fait, les gens, soit ils n'y croyaient pas, soit ils ne se sentent pas partie prenante de ce scénario-là. Donc, non seulement le bilan du pays ne les intéresse pas, mais la menace qu'on leur brandit d'être annexés, ils n'y croient pas plus qu'il faut, finalement. Parlons-en des sondages. Un article sur Libremédia ou libretradignomedia.com intitulé « Les sondages n'ont jamais été totalement neutres et objectifs », dans lequel Étienne Boudou-Laforce parle de cet outil là que sont les sondages, et de ces deux paliers qui sont à la fois descriptifs, c'est-à-dire le sondage décrit comment les électeurs, dans ce cas-ci, vont voter au moment où le sondage est fait. Mais on peut pas nier qu'il y a un aspect performatif, au sens où lui-même, la question, le moment qu'il finance, il y a des enjeux, là, et donc ça peut servir certains intérêts ou d'autres. Bon, Jérôme, parle-nous un peu de ta perception des sondages. Est-ce qu'ils ont été faits d'une manière égale de tous les côtés, ou ça a été principalement un instrument politique là, dans le cadre de cette élection? Ben écoute, c'est sûr qu'il y a un aspect, effectivement, comme tu dis, performatif, le mot est juste. Donc, un peu de la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'on annonce quelque chose qui finit par se produire. Et moi, je ne suis pas du tout pour le fait d'interdire les sondages préélectoraux. Je pense qu'il y a même des pays qui les ont interdits. Je ne me rappelle plus lesquels. Je ne suis pas pour ça, mais force est de reconnaître que dans le cadre de cette campagne-là, 2025, au Canada, ils ont servi quand même ce que j'appellerais le verrouillage de la campagne. C'est-à-dire, effectivement, d'abord, ils ont contribué à ce qu'on focalise sur le sujet, apparemment, de l'heure, qui est, comme le dit Frank, le dédomiseur,
c'est-à-dire le référendaum sur pour ou contre Donald Trump, parce que c'est ça le génie, en fait, des libéraux. C'est un véritable coup de maître, c'est d'avoir fait de l'élection une élection référendaire. C'est-à-dire que c'était pas une élection sur l'avenir du Canada, c'était une élection pour ou contre Donald Trump et pour ou contre votre petit confort à très court terme. Évidemment, les Canadiens ont choisi contre Donald Trump et pour notre petit confort à très court terme. Donc, les sondages ont contribué à orienter, à façonner l'opinion publique dans ce sens-là. Et on l'a vu durant, par exemple, les interventions de ceux qui ont présenté les débats des chefs. Tout le monde prenait pour acquis dans les médias conventionnels que c'était, bien sûr, la question, c'était celle, évidemment, des tarifs. Et de manière tout à fait intuitive, c'est-à-dire les gens, évidemment, ont de la misère à se déconditionner, là, si on peut dire, à être véritablement libre intellectuellement. C'est très rare, les gens libres, on ne l'est pas non plus tous ici non plus. Là. Ça n'existe pas, la liberté totale à ce niveau-là, mais par exemple, je prends Guy Lepage qui dit tout bonnement, avec son nom verbal, finit par dire, on sait bien que c'est la question. Voyons, M. Carney, M. Poilievre, surtout M. Poilievre, on sait bien que c'est ça qui détermine tout. Donc, les sondages ont servi ça. Mais ce qui est étonnant dans le cas du Canada, c'est à quel point, quand même, les Canadiens sont programmés d'une certaine façon. Et la possibilité même du rebondissement était comme exclue finalement du déroulement de la campagne. C'est-à-dire, on n'y croyait même pas finalement à ce que les conservateurs puissent être élus. On y croyait avant, évidemment, à l'arrivée de Mark Carney, mais du début à la fin de cette campagne-là, les Canadiens ne croyaient même pas finalement, parce qu'on est tellement hors de l'histoire, on est tellement habitué à notre petit train-train, notre routine, ça coule. Hein, le Canada est un long fleuve tranquille, interminable et ennuyeux, que finalement, on a adhéré à cette espèce d'hyper-stabilité, hyper-continuité. Donc, finalement, c'est toujours ça. Puis, encore là, si on entendait les gens interviewés à TVA, par exemple, c'est toujours ça, la continuité, la peur de la rupture, finalement, avec Poilievre. Et pour te répondre, c'est ça, les sondages ont contribué à cet esprit-là. Moi, je dirais que il y a deux choses par rapport au sondage, plusieurs choses par rapport au sondage puis aux prédictions. C'est que les sondages comme tels ne devraient pas être perçus comme des outils prédictifs, mais ce sont des outils qui montrent une photo ou une image de l'opinion populaire à un moment donné par rapport à un échantillonnage qui, tu sais, lui, il y a quand même une méthodologie mathématique derrière ça et scientifique. Là où ça devient plus compliqué, c'est ce qu'on appelle les agrégateurs de sondages, donc les Canada 338 de ce monde, parce que eux, ce qu'ils font, c'est que en vertu de ces sondages-là, qui sont relativement, si vous les regardez, ils sont très précis au niveau du pourcentage de vote. Par contre, au niveau du nombre de députés, ils sont relativement imprécis. Et pour une raison simple, c'est que le Canada, c'est un pays immense avec une multitude de comtés où il y a des fois très peu de gens. Et la carte électorale se redessine d'une élection à l'autre. Donc, il y a beaucoup de comtés qui ont été modifiés. Et si vous faites un sondage pan-canadien avec 1003 répondants ou 1025 répondants, combien il y avait de personnes dans ce sondage-là qui ont été sondées dans Chicoutimi-Le-Fjord? 1, 2, 3, peut-être 0. Donc, comment vous faites pour dire, dans ce comté-là, ce sera une chaude lutte entre conservateurs et libéral ou conservateurs et bloquistes, et voici quelle en sera. Donc, ils sont relativement, il faut le dire, très efficaces pour le pourcentage global, comme ils l'ont été aux États-Unis. Tu sais, les gens disent, les sondages ne marchent pas, ils se trompent tout le temps. Si vous regardez les sondages aux États-Unis, ils sont à peu près à 1% d'écart avec le résultat final. Par contre, il y a tellement de comtés, il y a tellement de circonscriptions, il y a tellement de jeux serrés d'un endroit ou l'autre que c'est impossible de prédire qui va gagner tel État, qui va l'emporter en fonction de ça. Tu devrais, pour que ce soit possible, il faudrait que tu aies des sondages ciblés qui concernent uniquement cette circonscription-là et que là, tu en fasses 3, 4, 5. Et c'est pour ça qu'on voyait même à un moment donné, je pense qu'il y a un sondage qui mettait un député au Parti populaire dans l'Ouest canadien. Et puis, je me promenais dans les listes électorales. Il n'y avait même pas de candidats dans ce comté-là. Donc, il y a un peu de n'importe quoi, en fait, là, dans tout ça. Et l'abus de prédiction
ben justement, ça amène à une perte de confiance, je pense, du public qui regarde ça et se dit, bon, les sondages, c'est faux, c'est truqué, c'est arrangé. Moi, je pense que non. Je pense que les sondages sont très précis pour certaines choses. Par contre, ils ne doivent pas être vus comme une manière de voir la réalité, comme une boule de cristal. Par exemple, en Ontario, les conservateurs ont fait des gains dans des comtés que tout le monde avait mis aux libéraux et vice-versa. Parce que la carte avait été redessinée, on ne pouvait pas prédire comment les gens allaient se comporter. C'est un peu ce qui est arrivé avec le comté même de Pierre Poilievre qui l'a échappé malheureusement pour lui. C'est que la carte électorale a été redessinée. On a ajouté 2 banlieues d'une circonscription qui était massivement libérale à son comté, de sorte que même si lui a eu 3000 votes de plus que l'élection d'avant, il a perdu son comté. Et ça, c'était impossible à prévoir. Si vous regardiez Canada 338, on disait il a 87% de chances de gagner son comté, il l'a perdu. Non, mais ça, c'est pas les sondages qui mentent ou qui sont faux, c'est que c'est impossible à prédire, en fait. Donc, il y a la justesse, les critères, la scientificité des sondages qui est une chose et dont vous venez de décrire. Donc, on peut, entre guillemets, s'y fier si on les limite à ce qu'ils prétendent démontrer. Mais en même temps, la quantité de sondages et à qui ils sont destinés, on peut considérer d'une certaine façon qu'ils ont été surtout utilisés par le système politico-médiatique et on pourrait penser aux chroniqueurs et à cette armée de gens qui sont là à analyser et à traduire l'ensemble des données qui sont données, entre guillemets, par les sondages. Comment avez-vous perçu, commençons par Jérôme, comment as-tu perçu cette campagne électorale et surtout son traitement médiatique, là? Ben écoute, c'est un peu ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire? Les médias conventionnels, traditionnels, oui, faisons une distinction là, ont été plutôt favorables aux libéraux. On l'a vu aussi dans le non-verbal souvent, ce qu'il faut faire, c'est que tu coupes le son. Tu regardes comment les gens se comportent sur le plateau et là, tu comprends tout de suite pour qui ils prennent, là, finalement. C'est sans faire dans la grande psychanalyse. Et effectivement, même... non, c'est ça. Même certains souverainistes étaient plutôt favorables à la candidature de Mark Carney. On pourrait parler de l'électorat bloquiste qui s'est tourné vers Carney. Probablement l'électorat le plus loser, tant qu'à moi. C'est juste incroyable. Des gens qui étaient prêts à s'affranchir de l'Empire britannique et qui, tout d'un coup, ont peur de ne plus pouvoir acheter en gros chez Costco. C'est quand même assez phénoménal. Ça, vraiment, ça, s'il y a quelque chose à retenir, c'est quand même ça. Donc, un électorat quand même vieillissant, vraiment lessivé mentalement, dominé par la peur. C'est presque un cliché. Je ne sais pas si c'est rendu un cliché de le dire, mais en tout cas, disons, c'est une ligne qui ressort beaucoup, mais avec raison. La peur a quand même beaucoup téléguidé cette campagne-là. Donc, comment ils se sont comportés? Ben écoute, Radio-Can, évidemment, a un biais assez clair envers Carney, qui veut en faire l'organe de diffusion officielle, en fait, du nouveau récit canadien. Donc, jusqu'où il va se rendre à ce niveau-là, on ne le sait pas encore exactement. Mais dans sa plateforme, il a clairement dit qu'il voulait utiliser Radio-Can pour protéger finalement la souveraineté du Canada face aux États-Unis. Hein. Donc, ce serait nous, on raconte des vraies histoires dans nos médias qui sont bons, qui sont gentils, qui ne sombrent pas dans la désinformation, alors que vous, les Américains, vous, finalement, vous nous bombardez de fake news. Et avec Radio-Can, on va avoir un filtre, le grand filtre canadien, qui va nous permettre de répandre la bonne nouvelle canadienne à travers notre sainte fédération. Donc, on est vraiment là. Donc, ça, c'est vraiment à surveiller. Donc, Radio-Can, évidemment, on ne mord pas la main qui nous nourrit, veut le dicton. Mais sinon, écoute, rien de surprenant. Une autre observation que je ferais, c'est quand même, à Québécois, j'ai eu l'impression qu'on a réalisé parmi les chroniqueurs qu'on avait perdu le contrôle du récit. C'est-à-dire, chez les Benoît Dutrisac de ce monde, qui tout d'un coup font des interventions à Cube Radio avec la tête dans les mains. Puis on a dit, je ne comprends pas le cerveau des Québécois. Oui, mais c'est parce que vous avez matraqué le cerveau des Québécois justement pendant 2 ans et demi. Là, et là, vous vous étonnez que les Québécois soient désorientés après 2 ans et demi de matraquage propagandiste, d'assignation en résidence quasi criminelle. Donc, il ne faut quand même pas s'étonner qu'il y ait quand même certaines séquelles de ça.
Donc, j'ai l'impression que du côté de Québécois, Francis, on a perdu le contrôle du récit et là, on s'est aperçu à la fin qu'on créait des monstres qui nous échappaient complètement, finalement. Ça, c'est ce qui est très drôle avec ça, c'est que des gens comme moi, comme Jérôme, ça y est arrivé à multiples reprises. En général, la moindre critique qui est faite du modèle québécois, de la société québécoise, de nos travers, de nos qualités, de nos défauts, c'est systématiquement assimilé par une grande partie des nationalistes comme du Québec bashing. Par contre, eux, quand ils ont vu que le segment de l'électorat sur lequel ils pensent avoir une ascendance, donc les électeurs bloquistes, quand ils ont vu qu'ils allaient aller voter pour Carney, là, tout d'un coup, le Québec bashing s'est déconfiné de leur part. J'ai entendu toutes sortes de commentaires. Les Québécois sont des abrutis. On a toujours été des têtes vides. J'ai entendu ce genre de commentaires-là de toutes sortes d'intervenants nationalistes qui sont très friand habituellement de dénoncer le Québec bashing, mais là, tout d'un coup, il y avait une crotte sur le cœur finalement, et puis ça faisait leur affaire de dire que les Québécois étaient des moutons, des abrutis, des niaiseux, on n'a pas de colonne vertébrale, on est ci, on est ça. Là, tu te dis, OK, donc parfait. Le Québec bashing, c'est quelque chose finalement qui est pas mal en soi, c'est permis quand on déserte la maison mère souverainiste, finalement, mais pour le reste, c'est interdit de passer quelconque commentaire. Donc, on a bien compris l'hypocrisie à ce niveau-là. Mais si on fait un commentaire, peut-être un dernier commentaire d'ordre plus large par rapport à cette élection-là, la politique canadienne n'est pas comme la politique américaine en ce sens que la politique américaine, il y a eu des vagues de recomposition par rapport à des repositionnements. Donc, on voit, par exemple, aujourd'hui, les républicains sont beaucoup plus sur un discours économique qui ressemble à celui des démocrates du fin des années 90, très protectionnistes, alors qu'ils étaient plus libéraux économiquement par le passé. Donc, ça s'inverse avec le temps. Si vous regardez des vieilles cartes des États-Unis, vous voyez que les démocrates gagnaient beaucoup d'États du Sud, les républicains étaient forts dans le Nord. Donc, tout ça s'est inversé avec le temps. Mais il y a une constante qui est là, c'est que tout est toujours organisé dans un système bipartite où il y a essentiellement deux forces en présence. Le Canada, c'est différent. Depuis au moins 30 ans, les forces politiques se recomposent et se décomposent après certaines vagues. Donc, si vous allez retourner allez voir à quoi ressemblait la dernière élection avec Jean Chrétien. Donc, on avait Jean Chrétien, on avait l'Alliance canadienne avec Stockwell Day qui avait fait élire, je crois, 80 députés ou quelque chose comme ça. On avait les progressistes conservateurs de Clark à 13-14 députés. Le NPD en avait fait élire une trentaine. Le Bloc québécois avait 50 députés. Donc, tout le monde était divisé, ce qui faisait qu'à l'époque, en fait, tu pouvais être élu premier ministre du Canada avec 120, 105, 110 députés parce que tout était divisé. Ensuite est arrivé Stephen Harper qui a réussi à unir la droite canadienne en créant le nouveau Parti conservateur qui s'appelait maintenant juste Parti conservateur. Donc, l'alliance c'est le cas de le dire, l'Alliance canadienne et les progressistes conservateurs. Et depuis, ils font des scores beaucoup plus élevés qu'ils faisaient à l'époque en étant séparés. Par contre, ils n'ont pas nécessairement plus de sièges ou ils ne prennent pas nécessairement plus le pouvoir. Vous voyez, Stephen Harper a été élu dans son premier mandat. Je crois qu'il avait eu 125 députés. Poilievre en a 144 et forme l'opposition officielle. Donc, si on se ramène dans la recomposition politique telle qu'elle existait à l'époque, il gagne haut la main cette élection-là. Par contre, le NPD s'effondre. Le Bloc est en train de... Je veux juste vous rappeler aux gens qu'il y a quelques élections, le Bloc faisait élire 50 à 60 députés par cohorte. Il y en a 18, je crois, 20. Il y en a 22 en ce moment. Et ils prient pour qu'il n'y ait pas trop de demandes de recomptage parce que ça se pourrait qu'ils en perdent encore. Donc, le Bloc est une force politique qui s'est considérablement affaiblie. Le NPD s'est affaibli de par sa collaboration avec le gouvernement. Donc, on dirait que, en tout cas, pour cette élection-là et peut-être la prochaine, on s'en va plus vers un système bipartite. Et ça, on n'a jamais eu ça depuis les années 60 au Canada. Mais c'est pas censé être ça quand même. La Chambre des communes, le système parlementaire britannique est censé favoriser le bipartisme, non?
C'est pas Il y ça a qu'on deux enseigne côtés en qui se font face. Là. Il y a deux côtés de la chambre qui se font face l'un l'autre. Mais avant de retourner dans disons, les grands signes que ce que nous enseigne cette élection, j'aimerais revenir un peu avant, puis on poursuivra sur cette question après la pause. Mais commençons pour le traitement médiatique, encore une fois. On avait vu durant la campagne électorale de Donald Trump non pas l'émergence, mais la victoire des nouveaux médias sur les anciens. C'est pas ce à quoi on a assisté au Canada. Là. On a même vu des petits mélodrames après les débats des chefs en anglais, où là, les nouveaux médias incarnés par Rebel News et dont notre Québécoise qui est dans cet univers, Alexa Lavoie, était notamment dans une analyse avec Jérôme là, sur la chaîne YouTube en direct ce mercredi soir. On invite nos auditeurs à aller l'écouter. Mais pour revenir à ma question, comment voyez-vous l'émergence? Est-ce qu'on a fait des gains, les nouveaux médias, durant cette élection-là, selon vous, François Fournier et Jérôme, par la suite? D'une certaine manière, oui, parce que leur réaction hystérique est, à mon avis, c'est un aveu de peur, c'est un aveu d'inquiétude. Ils sont terrorisés par l'idée qu'un gouvernement conservateurs pourraient prendre le pouvoir, leur couper un peu les vivres et qu'ils fassent finalement faillite un après l'autre. C'est ce que je comprends de leur réaction, c'est ce que je comprends de leur position pro-libérale ou pro-Carney pour plusieurs d'entre elles. J'ajouterais à la liste d'exemples que tu as donné la réaction, à mon avis, complètement loufoque de quelques médias, dont Cube Radio et Québécois, qui ont pratiquement fait un procès à Olivier Primo pour avoir fait un podcast avec Pierre Poilievre. Mais tu sais, tu as envie de dire à ces gens-là, mais c'est parce que personne vous écoute, premièrement, ou pas grand monde vous écoute. Le défi, c'est de rejoindre des gens plus jeunes, de plus en plus. Donc, les gens qui ont 30, 40 ans, qui n'ont pas le câble, qui n'écoutent pas la radio traditionnelle, ces gens-là, comment les politiciens font pour leur parler? Ils font des Facebook Live, ils sont sur TikTok et ils vont voir des gens connus comme Olivier Primo, qu'on l'aime ou pas, est capable de... C'est son entrevue, je pense qu'elle a été vue 150 000 fois. Quel média au Québec, dans les médias traditionnels, fait une entrevue d'1 heure avec un politicien et c'est vu 150 000 fois? Il y en a pas. Il y en a tout simplement pas. Et de voir leur panique par rapport à ça, et tu sais, j'ai entendu quelqu'un à Cube qui disait à Olivier Primo, tu nous voles, tu essaies de me voler ma job, nous, les vrais journalistes, là, on lui aurait posé des vraies questions, toi, tu fais de la complaisance. Tu sais, il y a un côté très revanchard, je pense, et très apeuré des médias. Un autre exemple, c'est vous-même, Yann et Frank, vous avez été un peu victime de ça, mais du côté Radio-Canadien, qui vous a fait une plainte à YouTube qui va faire en sorte que vous n'étiez plus en mesure de commenter en direct. Oui, donc, est-ce que vous aussi, vous avez été un peu victime de ça? C'est l'algorithme de YouTube qui détecte ça? Non, parce que quand quelqu'un, juste pour raconter aux auditeurs, le soir du débat, le premier débat en français, on regardait le débat puis on le commentait en direct, un peu comme ce qui se fait à la télé, mais dans un format plus ludique, en live avec les auditeurs en direct. Et après 1h15, le channel a planté sur YouTube uniquement. Et lorsqu'on allait sur YouTube, vous avez dans votre interface personnelle que les gens voient pas, vous avez des signalements. Vous pouvez voir qu'est-ce qu'on vous reproche. Et dessus, ce qu'on voyait, c'était qu'il y avait je voyais le courriel de la personne de Radio-Canada qui a fait la plainte. Ça disait, parce que YouTube disait, soit vous contestez auprès de YouTube ou vous écrivez vous-même un courriel à la personne qui a fait la plainte. Et donc, je voyais la plainte. Je sais c'est qui. C'est un monsieur qui travaille supposément à la sécurité chez Radio-Canada qui a fait cette plainte-là. Et lorsqu'on a contesté auprès de YouTube, ils nous ont tout de suite remis la vidéo en ligne en disant effectivement, c'est de domaine public, un débat. De plus, on n'utilisait même pas le Parce que les droits appartiennent à CIPAC. Les droits appartiennent à CIPAC, qui est un organisme public, un peu comme Radio-Canada, mais encore plus public au sens de la scrutiny. Là. Donc, vous aviez le droit d'utiliser ce feed. Tout le monde avait le droit d'utiliser ça parce que on considère qu'en élection... Donc, c'est du sabotage, finalement, ce que vous avez été... c'est pas probablement l'initiative d'une personne isolée qui a fait ça. Je pense pas que ce soit peut-être nécessairement coordonné, mais tout ça pour dire qu'il y a des gens dans les grands médias qui sont très inquiets de la montée
des joueurs. Puis si je me rapporte à l'élection de 2021, de notre côté, on commençait là, à arriver dans le monde du podcast, tout ça. On avait été capable de recevoir personne pour l'élection. Et là, cette fois-ci, on a reçu Maxime Bernier pour le Parti populaire. On a reçu Pierre Paulus, le lieutenant de Pierre Poilievre, en entrevue pour parler du programme durant 1 heure. On était en communication avec des gens du Bloc, mais le Bloc, ça semble très compliqué. Il faut avoir l'autorisation du chef pour que les candidats puissent parler. Ou en tout cas, plus compliqué si vous êtes bloqué par le chef sur Twitter. Là. C'est ça. Et donc, c'est très compliqué. Les libéraux ne nous ont jamais répondu. Le NPD non plus. Le Parti vert s'était montré ouvert, mais l'organisation n'était pas sérieuse. Il n'était pas capable de nous donner de date ou de disponibilité. Mais vous voyez qu'on était quand même en communication avec ces gens-là. Maintenant, il y a des candidats même qui nous contactaient. J'aimerais ça, venir vous parler, que ce soit à Trois-Rivières, Charlevoix, tout ça. Donc, je pense que les politiciens le savent que c'est une question de temps, là, avant que ce soit un passage obligé presque d'aller dans certains nouveaux médias. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont dans des radios locales ou dans il accorde des entrevues des journaux locaux et ils le savent que, pas que ça rejoint personne, mais que ça rejoint à peu près pas personne en bas d'un certain âge. Et ils doivent parler aux électeurs plus jeunes. Ils n'ont pas le choix. C'est ces gens-là. Quand je dis plus jeunes, on ne parle pas de gens qui ont 18 ans. Là. On parle de gens qui ont 45 ans, des fois 50 ans. Là. Et ces gens-là n'ont même plus le câble là, à domicile. Là. Mais ça, on comprend pour à long terme, mais le but, c'était de gagner cette élection-ci, donc une optique à court terme, et peut-être que ça a payé finalement, en tout cas pour le vainqueur, ça on peut le présumer. Jérôme, comment tu as vu un peu l'émergence? Est-ce qu'on a assisté à, est-ce que les médias indépendants, nouveaux médias, ont gagné du terrain? Oui, rien comme aux États-Unis quand même. Effectivement, on voit, je suis d'accord avec Frank, là, c'est-à-dire que il y a un aveu de faiblesse dans la réaction des médias traditionnels le soir de ce fameux débat. Donc, et comme le disait Alexa à notre micro hier, les grands médias ne comprennent pas comment les petits médias peuvent faire autant d'audience avec aussi peu de moyens. Apparemment, c'est une source de frustration, du moins selon Alexa. Je le croirais. Mais l'élection de Mark Carney, c'est un peu une réaction à l'élection de Donald Trump. C'est comme le Canada est comme l'anti-Trump et c'est comme si on voulait jouer ce rôle-là. Donc, on a fait tout le contraire, finalement, des Américains. Et c'est un peu le plan de Carney, c'est d'apparaître comme le grand commandeur de l'Occident progressiste contre Donald Trump, les États-Unis de Trump. Donc, tu sais, dans cette espèce de schisme en fait occidental, là, notamment sur la question ukrainienne. Donc, le Canada, lui, est dans la bonne gang, celle de Macron, de Keir Starmer, de la bonne Allemagne aussi, là, qui veut aller jusqu'au bout de la guerre en Russie, en Ukraine, contre la Russie. Donc, ce côté européiste. Donc, c'est une réaction vraiment à ça. Donc, on a fait tout le contraire. Donc, oui, aux États-Unis, on l'avait dit très clairement, c'était une victoire très nette des médias indépendants. Mais au Canada, on n'est pas encore là. Je dirais pas ça, mais ça ne veut pas dire que les médias alternatifs, indépendants, gagnent pas du terrain. Ils en gagnent, mais le Canada est encore dans le déni. C'est une société qui est figée. On a de la difficulté actuellement à se mettre en marche, finalement. Donc, c'est vraiment... on est dans l'inaction. On en a peur, justement, de la rupture, quelle qu'elle soit. Là. Donc, on est bien dans ce confort-là. Et enfin, on a peur de la nouveauté. C'est drôle parce que c'est censé être un pays de gauche, le Canada, tout ça. Mais dans le fond, on a peur du changement. Là. Puis on a peur de l'innovation, on a peur du... et ça, on voit que c'est l'effet aussi d'une société vieillissante. C'est-à-dire qu'elle est très pantouflarde, qui a des vieilles habitudes figées. Et en sortir supposerait de faire des efforts. Et ça, des efforts actuellement au Canada, ça n'est pas très à la mode. Là. Non, c'est ça. Nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Blanchet-Gravel et François Fournier pour parler durant tout l'épisode de cette élection canadienne qui a mis au pouvoir les libéraux de Mark Carney. Dans la première partie de ce balado, on a pu voir que d'une certaine façon, si les mots voulaient encore dire quelque chose, nous aurions eu affaire aux libéraux de Pierre Poilievre et aux conservateurs de Mark Carney. Mais bon, l'image de Mark reste avec l'establishment. Jérôme, justement, juste avant la pause, tu as mentionné à quel point c'était
d'une certaine façon, une élection générationnelle qui se voit à la fois par les médias. Bon, à quels médias nous parlons, ce sont ceux qui vont nous faire élire. Et donc, il y avait vraiment un clivage générationnel. Hein. Comment interpréter, d'une certaine façon, le parti au pouvoir, cette élection? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour les personnes plus âgées? Et qu'est-ce qu'elle veut dire pour les jeunes? Est-ce qu'on peut présumer que, bon, ça va être de les politiques à court terme pour faire en sorte que les personnes âgées aient tous les services, entre guillemets, auxquels ils ont droit et auxquels ils ont voulu s'attendre? Ou est-ce qu'on va quand même avoir, même du côté des libéraux, des politiques qui peuvent favoriser la jeunesse? Comment est-ce que vous voyez un peu le portrait qui s'en vient? Ben, on ne le sait pas exactement. D'abord, c'est sûr, pour moi, c'est une élection à très, très courte vue. Là. Pour moi, c'est clair. On est sur du très, très court terme, temps emprunté. C'est la personne qui est surendettée, qui est pas loin de la faillite personnelle. Donc, c'est le gars proche de la faillite personnelle qui est allé s'acheter un skidoo en fin de semaine. En gros, c'est ce qui s'est passé. J'aime ça, le skidoo. Je faisais cette métaphore-là dans un... Le skidoo, il est-tu sur le balcon ou il est vraiment dans le shed? Il est dans le cabanon, ça aussi. J'aime beaucoup le cabanon. Donc, c'est une figure que j'ai employée cette semaine à Yann et Frank, justement, au célèbre micro de nos amis. Donc, c'est du très, très court terme, forcément. Mais on sait, c'est le propre aussi de cette campagne-là. Il y a eu de très, très nombreux angles morts. Et ça dépend ce que Carney va faire. Est-ce qu'il va d'abord continuer sa croisade contre l'extrême droite américaine? Est-ce qu'il va plutôt revenir vers ses amours traditionnels, c'est-à-dire le wokisme, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est woke finalement, mais qui est aussi un banquier. C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire c'est la gauche paradis fiscale, et ça, c'est très... Donc, au Canada, maintenant, on a une gauche paradis fiscale, c'est très fort. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va... d'abord, il va s'attaquer aux relations entre les États-Unis et le Canada, ça, c'est sûr. Donc, est-ce que ça va éclipser un peu les politiques, d'autres politiques sociales à court terme? C'est possible. Est-ce qu'il va vouloir... se rapprocher de l'Union européenne, bon, en participant justement à cette croisade-là. Donc, ça dépend. S'il insiste sur le géopolitique, entre guillemets, je ne sais pas là, qu'est-ce qu'il va faire sur le plan économique exactement à l'interne. Ça dépend, c'est ça. Est-ce que ça va être politique extérieure, politique intérieure dans un premier temps? Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, mais ça dépend quand même de son focus. Ou bien il va Jérôme, justement, on a mentionné, certains chroniqueurs ont mentionné, et dont tu fais partie, que elle a profité aux libéraux, cette crise. Donc, est-ce qu'il va vraiment avoir les incitatifs pour améliorer la situation ou est-ce qu'il n'a pas intérêt, disons, personnel et pour son parti à maintenir un peu ce climat de tension avec l'administration Trump? Mais si on en croit son discours de victoire, il veut. Et là, on s'est aperçu que c'était peut-être pas juste une stratégie électorale que d'inciter sur les tensions avec les États-Unis, mais que c'est peut-être un projet. Donc, quand on dit dans un discours de victoire que les Américains ne sont plus nos amis ou qu'on sous-entend ça, là, on peut s'attendre à ce qu'ils continuent à taper sur ce clou-là, mais en même temps, la situation peut s'améliorer par elle-même. Trump est très ambivalent. On ne sait pas pourquoi il a choisi Carney au détriment de Poilievre. Est-ce que c'est pour avoir un adversaire faible, peut-être, ou c'est pour avoir un interlocuteur finalement qui lui ressemble davantage qu'un Poilievre qui est finalement un type qui est parti de rien, alors que avec Carney, il y aurait devant lui un type de l'élite financière qui appartient finalement à la même aristocratie au-delà des idéologies. Moi, je n'ai pas particulièrement heureux quand même de ce que Trump, du cadeau de Trump à l'establishment canadien. Là. C'est-à-dire, grâce à Trump, on a quand même aujourd'hui, en tout cas en partie grâce à lui, parce qu'il faut quand même reconnaître que ses interventions ont nourri ce narratif. Grâce à lui, on a élu un oligarque là, au Canada qui est un woke. Donc, on ne comprend pas quand même ça. Mais je suis curieux aussi d'entendre François Fournier là-dessus parce que que recherche Trump finalement à travers ça? Ben ça, c'est toujours le pari risqué d'essayer de savoir qu'est-ce que Trump veut parce qu'on présuppose toujours qu'il veut des choses très précises alors que moi, j'ai souvent l'impression qu'il s'amuse un peu avec les gens. Et ça produit en fait l'effet assez paradoxal, tout ça, parce que Trump a multiplié puis il l'a encore fait récemment en disant que Mark Carney est un gentleman qui va bien s'entendre avec lui.
Et là, on va avoir une belle relation avec le Canada. Donc, ils ont dit ça lorsqu'il s'est fait rapporter les résultats de l'élection. Malgré tout, au Canada, on continue de mettre de l'avant l'idée que Poilievre serait une espèce d'émule de Trump, donc la fameuse phrase Poilievre, le mini-Trump, alors que Mark Carney lui ferait face. Et de l'autre côté, ce qu'on entend, c'est « j'aime mieux Carney, Poilievre, je l'aime pas ». Grosso modo, Trump n'aime pas Poilievre. Et ça, je pense que c'est vrai. Probablement pour des raisons ultra personnelles, parce que Trump, parce que Poilievre, son entourage lui a dit Trump est toxique, ne te colle pas dessus avant l'élection, va pas à Mar-a-Lago. Moi, je suis pas mal persuadé de ça, que dans son entourage, des gens lui ont dit tu touches pas à ça. Il essaie déjà de t'étiqueter comme mini-Trump, donc tiens-toi loin de tout ce qui est relié à lui. Contrairement, par exemple, à Daniel Smith, qui a choisi d'aller à l'inauguration, qui a choisi d'aller le rencontrer à Mar-a-Lago, au terrain de golf avec Kevin O'Leary et compagnie. Et ça, Trump, c'est un gars qui est comme ça, donc qui hésite pas à attaquer des gens qui peuvent lui être sympathiques. La bonne nouvelle, c'est que Trump peut changer d'idée aussi, là. Trump détestait Ted Cruz et Marco Rubio. Marco Rubio est maintenant son secrétaire d'État et ça semble pas causer beaucoup de problèmes. Le Little Marco de l'époque est complètement disparu et maintenant il semble assez proche. Ted Cruz, il l'appelait Lion Ted. Ils se sont par la suite réconciliés. Donc, ça semble quelqu'un de assez acerbe envers les gens qui le critiquent, mais peu revanchard, donc sur le long terme. Fait que ça, c'est peut-être une bonne chose pour Poilievre si tant est qu'il prenne le pouvoir dans un gouvernement qui pourrait tomber. Mais c'est certain que Trump a brisé l'élan. Mais en fait, c'est ça le paradoxe de cette élection-là, c'est que plein de gens analysent ça en disant finalement les conservateurs se sont comme effondrés. Mais en réalité, les conservateurs ont atteint, je pense, à peu près leur plafond, qui se situe aux alentours de 42, 43, peut-être 44% quand il y a le vent dans le dos. Mais avec la composition actuelle de l'ordre politique, comme je le disais, ça devient extrêmement difficile de prendre le pouvoir. Pour ça, il devait avoir un parti libéral plus faible, un NPD plus fort et un bloc québécois qui sort fort au Québec. Si cette chose-là était arrivée, avec les mêmes résultats, le 41,42%, il y aurait eu un gouvernement fortement majoritaire. C'est d'ailleurs ce qu'il y avait lorsqu'on regardait les agrégats dont on parlait au début. Il y a à peu près 6 mois de ça, on disait les conservateurs vont faire élire 220, 230, 210 sièges avec le même chiffre nominal, là. Donc avec le même 40, 42%. Mais comme la gauche a réussi à se fédérer à quelque part derrière Carney, pour les raisons un peu absurdes que Jérôme a nommées tout à l'heure, là. Donc on a maintenant une gauche des paradis fiscaux. On a des gens qui préféraient rester au NPD parce que Trudeau était soi-disant pas assez à gauche, qui maintenant sont avec un banquier central. Donc, en fait, on essaie de comprendre un peu où les gens se logent intellectuellement et politiquement. Et j'ai l'impression, en fait, qu'ils ne logent nulle part. Ils logent à la peur, ils logent au sentiment du moment, ils logent à qui va m'offrir de la sécurité, qui va me protéger. Je pense que c'est beaucoup plus ça qu'autre chose. Donc, tu sais, les gens, je pense pas qu'ils se disent « Ah, mais là, je peux pas voter libéral parce que je pense que je vais peut-être voter pour PSPP au provincial. » C'est pas sérieux. Ils réfléchissent pas comme ça. Ils se disent « Ben là, on est menacé et ça nous prend quelqu'un pour nous protéger. » Puis, si tu es de nature un peu hostile aux conservateurs, ben, par défaut, tu vas choisir le libéral. Mais tout ça, ça ne fait que prolonger un règne qui est en fin de règne. Parce que tu demandais à Jérôme Francis, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, Mark Carney? Les gens disent, il y a quand même des coups des franges, le NPD ne le fera pas tomber. Oui, mais c'est quand même un gouvernement qui est usé, là. Donc, c'est encore les mêmes personnes, Mélanie Joly, Stephen Guilbeault, François-Philippe Champagne, tous ces gens-là là, qui sont là, ce sont des gens qui se sont promenés d'un ministère à l'autre. Il y a probablement des hauts fonctionnaires qui sont plus capables de les blairer. Ils sont usés. Et ça, l'usure du temps, à un moment donné, c'est comme si vous avez une entreprise en faillite et puis vous dites, parfait, le CIO démissionne, on le remplace par un autre monsieur, vous allez voir, il est super bon. Oui, mais en dessous, les cadres qui sont là sont probablement à changer. Les responsables de toutes les divisions, il y a une restructuration majeure qui est à faire. Et je pense pas qu'il va pouvoir le faire. Il ne pourra pas. Il a donné l'impression, grâce entre autres aux médias et à cette campagne-là, aux Canadiens qu'ils allaient élire un nouveau gouvernement. Mais je pense qu'assez vite, on va se rendre compte que c'est le même gouvernement. Le même gouvernement qui est à couteau tiré avec les provinces. On a déjà vu Daniel Smith qui est... La guerre se terminera pas. L'Alberta est déjà
au bout de ses ressources, je pense, par rapport au fédéral. Le Québec, François Legault va revenir encore avec les mêmes demandes sur l'immigration, tout ça, et ce sera encore une volonté de non-recevoir. Donc, les mêmes frustrations qui ont amené, je pense, à la baisse de Trudeau et des libéraux vont tôt ou tard, et à mon avis plus tôt que tard, ressortir. Ce ne sera pas réglé avec l'Alberta, ce ne sera pas réglé avec les Maritimes, ce ne sera pas réglé non plus avec le Québec. L'Ontario également, il y avait des tensions. Je pense qu'ils ont acheté du temps, mais je ne pense pas qu'ils ont acheté une seconde vie. Puis sur le front des négociations, puisqu'on nous a dit que c'était le centre de l'élection, l'enjeu principal, qu'est-ce qu'on sait là, de ce qui s'en vient? Parce que du côté américain, l'administration Trump ne fait que parler des différents investissements qui sont faits des compagnies américaines pour rapatrier la production, la réindustrialisation robotisée de l'Amérique et comment faire un peu tout ça. Et il mentionne aussi, disons que les rondes de négociation là, qui se succèdent d'un pays n'entend pas l'autre et qui sont là à vouloir améliorer. Et là, on voit par exemple l'Inde et tout ça. Le Canada est où il est. Là. Est-ce qu'on est dans la semaine prochaine? Est-ce qu'on pendant que tous les pays du monde semblent faire la file et vouloir être les premiers à les négocier, est-ce qu'il y a des rendez-vous? Est-ce que ça s'en vient, cette négociation-là? Et quels sont les différents leviers que le Canada peut avoir et que le Mark Carney de ce monde pourrait avoir pour pouvoir justement négocier pour l'intérêt des Canadiens? Bien, je vais laisser répondre Jérôme dans quelques instants, là, mais le problème de tout ça, c'est que c'est extrêmement opaque. En fait, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui est négocié. On ne sait pas non plus quelles sont les réelles demandes des États-Unis parce que le discours de Trump change à tout bout de champ. À un moment donné, il dit qu'il a besoin de rien de ce que le Canada produit. Le lendemain, il dit qu'il veut avoir accès à notre marché pour les produits laitiers. À un moment donné, il dit qu'il veut rien. Ensuite, il dit qu'il veut abolir tous les tarifs. Donc, à un moment donné, ça devient difficile à cerner. Je pense que le travail si Carney a un travail, et à mon avis, il va devoir, pour se préserver, essayer d'être vraiment sur tout ce qui est international, tout ça, parce que la politique intérieure du Canada, je pense qu'ils ont perdu le contrôle. Moi, j'y crois pas, honnêtement. Je sais pas si vous y croyez, mais tout le discours de le Canada, on va se ressaisir, on va construire des pipelines, on va exploiter nos ressources, on va se développer, on va bâtir des maisons, on va devenir. J'y crois zéro. J'y crois zéro. Il y aura une volonté de non-recevoir. Il y a pas de consensus pan-canadien sur rien. J'y crois très peu, là. J'y crois très, très peu à ça. Donc, à mon avis, il va devoir plutôt axer son action sur ce qu'il nous a vendu, c'est-à-dire les négociations avec les Américains. Essayer... Probablement que son gros carnet de contacts va lui être utile pour nous arriver avec j'ai conclu un partenariat avec telle société en Europe et tout ça. Et ça va probablement impressionner des gens. Mais au final, probablement, en fait, que le meilleur allié de Carney, celui qui l'a fait élire, c'est Trump. Parce que si Trump recule sur une partie de sa politique tarifaire, comme je le disais hier pendant que Jérôme était justement avec nous sur Yann et Frank, c'est que je pense que Trump, à un moment donné, il va mettre de l'eau dans le vin sur la politique tarifaire parce que on voit les chiffres de croissance qui sortent, c'est assez catastrophique. Et probablement que la stratégie des libéraux, ça va être de s'approprier cette victoire-là, même si elle n'est absolument pas liée à eux. Ils vont dire que, regardez, c'était la preuve qu'il fallait élire Carney. C'est un négociateur, c'est un homme d'affaires, c'est un banquier, il sait compter. Et regardez, là, depuis qu'il est là, Trump, il a complètement arrêté ses trucs de tarifs et voici la belle entente de libre-échange qu'on a signée avec les États-Unis. Moi, je pense que c'est leur seule porte pour avoir des gains politiques parce que sur le plan interne et national, je le répète, je ne vois pas comment ce parti-là qui est noyauté par des espèces d'écologistes radicaux. D'un côté, on a le Bloc qui est dans un discours complètement lunaire sur les énergies renouvelables. On veut pas de pétrole. En porte-à-faux avec la population, mais ça reste quand même les forces politiques qui sont en place. Moi, j'y crois pas, là, qu'on va faire du Canada une espèce de Russie énergétique de l'Amérique du Nord ou je sais pas trop. Il y a des gens qui vivent, je pense, dans un monde parallèle. J'y crois pas. Que les libéraux, après avoir mené 10 ans de guerre au pétrole, 10 ans de politique de taxe carbone, 10 ans de politique anti-énergétique, seraient soudainement
des espèces de gens là, qui vont faire de nous la Norvège d'Amérique du Nord. J'y crois pas. Là. Je ne vois pas comment c'est possible. Et pour toi, Jérôme, comment est-ce que tu vois ça? Là? Est-ce que au-delà de la politique intérieure, là, ou est-ce qu'on semble absolument non pas. Oui, d'un côté, il y a l'inertie, on ne veut pas développer, on ne veut pas faire, mais en même temps, il y a la capacité. Est-ce qu'on est vraiment capable de faire? Si on se disait tout le monde d'un seul cœur demain matin, on fait tout ça, est-ce qu'on serait capable de le faire? Là? Donc, il y a ça aussi. Mais dans les négociations, est-ce que tu penses que Carney peut éventuellement arriver à quelque chose, sachant la distance idéologique, notamment, qui sépare Trump et Carney? Oui, sans doute. Et effectivement, il risque de s'attribuer le mérite d'un apaisement avec les États-Unis assez vite. Ça dépend de Trump. Donc, ça serait encore une fois un peu mensonger que Carney arrive, ouais, finalement, regardez, je l'avais dit, moi, je règle des crises, c'est arrivé, j'ai encore fait ça. C'est ce qu'il nous disait de manière très prétentieuse durant ses interventions dans les médias. Là. Mais encore une fois, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'il va faire. Et la question que je posais, c'était est-ce qu'il va être prisonnier d'une certaine image de premier ministre qui voulait recentrer le Canada? C'est quand même ça qu'il a vendu aux Canadiens, où très rapidement, il va finalement retourner sa veste, c'est-à-dire, et qui, encore une fois, revenir à ce qu'il est vraiment sur le plan idéologique, donc un woke. Ça dépend, mais on ne sait pas, parce qu'on ne sait rien, finalement, surtout les lecteurs. Nous, on a essayé de dégager des indices qui nous permettraient de voir un plan, finalement, se dégager à travers tout ça, mais on ne sait pas ce qu'il veut faire, et effectivement, compte tenu du caractère très imprévisible de Donald Trump, il peut arriver à peu près n'importe quoi. Mais chose certaine, je pense qu'on est déjà en fait dans un certain apaisement. Tu sais, je veux dire, on prédit, on prophétise des crises, mais en fait, le Canada va mal, mais depuis que Donald Trump a menacé le Canada de ses tarifs, ça fait quand même déjà 2 mois. Il n'y a pas eu non plus d'effondrement aussi direct que ça, là. Donc, écoute, ça se pourrait qu'on ait élu Mark Carney pour 3-4 ans pour une crise qui va se régler la semaine prochaine. Ça aussi, c'est la grande arnaque. Mais il y a trop de zones d'ombre. On ne sait pas vraiment à ce stade qu'est-ce qu'il entend faire. Et ça dépend trop de Trump. Ça dépend trop de Trump, en fait. Est-ce qu'on peut penser un personnage sur la scène internationale qui ressemble peut-être au caractère de Mark Carney serait Emmanuel Macron lui-même, ou est-ce qu'ils proviennent du même monde de la finance? Ils ont baigné un peu dans le même univers. Et ils se sont rencontrés. Et il semble même, selon on en considère certains tweets, se connaître personnellement. Est-ce qu'on pourrait penser qu'il va peut-être user un peu de la même stratégie, c'est-à-dire qu'on sait que Macron n'est pas sur la même longueur d'onde au niveau idéologique et économique que Donald Trump, mais il a su essayer de jouer l'entremetteur en faisant un peu celui qui cirait les pompes de l'empereur, et Trump semblait aimer ça. Est-ce qu'on peut penser que ça pourrait être une stratégie qui pourrait bénéficier Carney et ses, disons, comptables, son armée de comptables? Il y a une chose qui est sûre, c'est que Trump, c'est jamais une bonne stratégie de l'attaquer de front. Je pense que Zelensky, par exemple, a fini par le comprendre. C'est quelqu'un qui, tolère assez mal la critique, qui je pense pas qu'il s'entoure de gens qui lui tiennent tête tant que ça non plus. Donc, je pense que Macron avait compris un peu ça, là, les rencontres à la Maison-Blanche, les grands sourires, j'aime bien Donald. Je pense il a mangé la Tour Eiffel durant le premier mandat. Ils l'ont pris pour un con. Défilé militaire et tout ça. Défilé militaire. Ils l'ont pris pour un con un peu, Trump, quand même. Les Français sont bons pour ça aussi. Là. Sont bons pour ça, mais je pense que... C'est vrai. Quand les Français, juste une parenthèse, ont reçu, à tout le monde en parle, quand Thierry Ardisson avait reçu le rappeur, là, pas G-Unit, là, mais comment il s'appelle ce gars-là? Pas 50 le célèbre rappeur, là. 50 Cent. 50 Cent, écoutez, c'est un dîner de con incroyable. Là. C'est fou raide. Là. Les Français, ils peuvent être très, très auteurs. J'ai l'impression qu'avec Trump, qui commande du Coca-Cola à l'Élysée,
ils se sont un peu foutus de sa gueule, mais en même temps, tu te fous pas de la gueule de l'empereur trop longtemps. Là, mais j'ai l'impression qu'avec Macron, se pensait quand même un peu, le Donald, voyez le gars boit du coke diète, on va l'emmener voir un défilé militaire, il va manger notre main. C'est pas exactement ce qui s'est passé, mais je te laisse continuer. Non, mais effectivement, mais c'est sûr que la stratégie de Justin Trudeau, qui, on a vu qu'il essayait ça avec Mélanie aussi, ça s'est très mal passé, de la stratégie du moralisateur canadien, d'arriver en disant, vous n'êtes pas gentil avec vos minorités, les LGBT, les migrants, c'est important, les migrants LGBT encore plus. Donc, tu sais, je veux dire, ça, c'est pas la genre de rhétorique qui marche avec Donald Trump. Tu lui fais pas la morale, tu lui dis pas ce qu'il doit penser, ce qu'il doit faire. En fait, tu lui dis qu'il est très bon, que tu as hâte de travailler avec lui, que t'es emballé par ses idées, que tu as hâte de discuter. Je pense que c'est ce que tu dois faire stratégiquement. Et ça montre aussi un peu quelque chose qui a une immaturité dans l'électorat et même, je dirais, dans certains commentateurs politiques qui essaient toujours de camper la question de la manière suivante, c'est soit vous faites face à Trump, soit vous vous couchez devant lui. Et tu sais, ça montre une incompréhension des rapports de force politiques, ça montre une incompréhension même de la psychologie élémentaire que dans un rapport de force, dans une relation internationale ou diplomatique, premièrement, tu as toujours la politique, comme disait Napoléon, de ta géographie et de ton rapport de force à quelque part. Moi, les gens qui disent si moi j'étais premier ministre du Canada, je lui aurais dit à Trump, tu mettras plus jamais les pieds sur notre pays, tu vas m'appeler monsieur, puis j'aurais jamais toléré qu'il m'appelle gouverneur. Ouais, ça, c'est une position que tu peux avoir avec le leader de l'Éthiopie ou peut-être de la Grèce, je sais pas. Ou de peut-être même non, j'allais dire de la Turquie, même pas. Tu peux même pas avoir cette position-là avec le leader turc. Encore moins que le leader américain. Et c'est pas une question de se mettre à genoux devant lui, de céder à tous ses caprices. C'est une question de comprendre les rapports de force, comprendre la psychologie. Et ça, moi, ça me fascine que les auditeurs, pas les auditeurs, mais les citoyens canadiens semblent pas comprendre cette réalité-là. Plein de gens s'attendaient à ce que Carney, Poilievre, même tous les autres sortent en disant c'est un psychopathe, on va lui faire face, on lui déclare presque la guerre. Mais je me dis, mais est-ce que vous comprenez ce qui est en jeu? C'est le monde réel, là. C'est pas un téléroman. On n'est pas dans House of Cards, on n'est pas non plus. Je sais que les gens aiment les histoires où les petits avec les petits un peu mal à mancher finissent par gagner, comme dans Game of Thrones, que c'est le nain qui finit par avoir le contrôle et l'handicapé en chaise roulante finit par être le roi du royaume. Là. Mais dans la réalité, ça marche pas comme ça. C'est le plus fort qui écrase les petits, là, que ça nous plaise ou pas. Et ça, je pense que c'était au contraire, si on avait été une population mature, on n'aurait pas voté en disant on cherche quelqu'un pour faire face et se battre avec Donald Trump. On aurait dit, OK, on cherche quelqu'un que lui va être capable de normaliser nos liens avec les États-Unis, de recréer des liens à l'international. Qu'on aime Trump ou pas, on doit composer avec lui. Je veux dire, c'est comme si vous travaillez dans une entreprise et que votre principal client est une entreprise 10 fois plus grosse que vous. Vous commencez pas à insulter le PDG ou le CEO de l'autre entreprise en disant, écoute, ça fait pas mon affaire, je vais aller vers les Chinois ou quoi que ce soit. Il y a une irresponsabilité, une immaturité, puis une forme de naïveté dans l'électorat qui est assez fascinante là, à ce niveau-là. Là. Ces gens-là s'imaginent qu'ils peuvent dire au président... Il y avait un article dans le Journal de Montréal, je ne me souviens plus qui l'a écrit, là, mais qui disait « Et si on interdisait Donald Trump de venir au G7 au Canada? » Je dis, les amis, le G7, c'est Donald Trump, c'est les États-Unis. Les autres pays sont là par charité. Là. Est-ce que vous comprenez que le Canada est dans le G7 par charité? Là? En réalité, c'est le G1 avec ses... Meeting qui proposait ça lui-même. Là. Jack Metzing proposait ça, puis ça a été repris par quelqu'un, mais on est dans presque la folie. Là. Donc, immaturité et aussi, bon, on peut parler de problèmes d'éducation. Là, on le sait, le nombre d'alphabets fonctionnels au Québec est très, très élevé, malheureusement.
Donc, nous, Nouveaux Médias, nous travaillons à l'éducation diplomatico-économique. C'est un peu notre mission. En terminant, chacun à votre tour, parlez-nous un peu, là, qu'est-ce qui est sous votre radar là, pour disons, le mois prochain là, à court terme? Ben, écoute, je pense qu'un peu comme tout le monde, on suit pour voir est-ce que, et ça, je pense que ça sera un geste qui nourrirait le cynisme encore plus qu'il l'est élevé d'une partie de la population, c'est est-ce que le gouvernement le nouveau gouvernement élu, malgré que la population lui a confié un mandat minoritaire, va chercher à se bricoler une majorité avec des transfuges. Et on a vu Elisabeth May qui a levé la main en disant « Ah, moi, je pourrais vous rejoindre, je serais président de la Chambre, tout ça. » Donc, est-ce qu'on va essayer de défroquer une verte et 2-3 NPD pour se bricoler un gouvernement majoritaire contre finalement l'avis de la population, parce que les gens n'ont jamais voté pour ça? Moi, je trouve que pour l'intérêt de la démocratie, à un moment donné, les politiques, ils devraient avoir une responsabilité de dire non, on n'a pas été élus pour ça, on se bricole pas de majorité. Mais on n'est pas à l'abri de ça. L'autre chose, évidemment, que je vais suivre, c'est qu'est-ce qui va arriver avec Pierre Poilievre. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il doit rester malgré le résultat décevant, entre autres, dans son comté, parce que, Stephen Harper, avant lui, avait perdu la première élection avant de gagner la deuxième minoritaire et la troisième majoritaire. Je pense aussi que, si on prend l'exemple québécois de PSPP a fait un score épouvantable à sa première élection, là. Donc, le Parti québécois a failli disparaître. Lui a été élu, si on manque de charité, on pourrait dire qu'il a été élu parce que quelqu'un a volé des dépliants dans son comté et qu'il n'y avait pas de solidaire contre lui, là. Mais tu sais, PSPP, il a perdu 7 sièges par rapport à Jean-François Lisée. Il y avait moins 2,5 % des votes en 2022. Ça a été une élection pour lui catastrophique. Malgré tout, il est premier aujourd'hui dans les sondages. Et puis, s'il y avait une élection, et que ces sondages-là sont bons, il serait élu premier ministre du Québec. Donc, je pense que c'est pas intelligent de toujours recommencer à zéro, là. Tu sais, à un moment donné, tu es un chef, tu recommences à zéro. Et ça, c'est très canadien, québécois, nord-américain, ce genre de choses-là. Parce que tu regardes en Europe, par exemple, je sais pas si on prend le Rassemblement national, Marine Le Pen, ça fait depuis 2011 ou 2012 là, qu'elle essaie de se faire élire. Chaque fois, ça monte un peu. Puis à un moment donné, on se dit, ça va être la bonne fois. Mais au Canada, on dirait qu'on n'a pas cette maturité-là. On se dit, si tu gagnes pas, si tu dégages, on en prend un autre. Et à chaque fois, tu recommences, il faut le faire connaître aux gens, il faut apprendre à découvrir qui il est. Non, là, on sait qui il est. Il doit corriger ses lacunes, il doit apprendre à travailler en équipe, il doit coopter, il doit élargir sa coalition et gagner la prochaine fois. C'est ça qu'il doit faire. On ne doit pas recommencer encore avec un autre chef pas connu, que les gens ne savent pas trop c'est qui, comment est son français. Bon, encore toujours les mêmes affaires. Puis je pense que l'exemple de PSPP est assez bon là-dessus, là. Je ne pense pas que le PQ aurait eu intérêt à le foutre à la porte au lendemain de l'élection de 2022, puis il le démontre en ce moment. Écoute, moi, j'ai hâte simplement de connaître les vraies priorités de Mark Carney, et Libéral va suivre ça de très près. Et effectivement, pour le PQ, en terminant, je pense qu'il n'y a rien d'acquis pour PSPP. Il suffirait que Legault tape sur une nouvelle crise en X, quelle qu'elle soit, pour encore une fois offrir de la sécurité, de la fausse sécurité, évidemment, et tenter de rassurer la population qui ne veut pas actuellement de rupture, entre guillemets, et qui était comme obsédée par la continuité. On continue, et on ne veut pas de changement. C'était leur slogan, d'ailleurs. Continuons. Ouais, c'est ça. Les gens trouvaient ça ridicule, mais en réalité, c'est un slogan qui captait assez bien la psyché d'une partie de la population qui, comme tu dis, ne veut pas de rupture, ne veut pas de changement, s'installe dans une forme de statu quo. Et ça aussi, je vais conclure là-dessus, c'est un travail qu'on ne doit pas regarder tout en termes de gauche-droite, de progressistes, de conservateurs. Si vous regardez l'électorat ontarien, il a redonné un mandat majoritaire à un monsieur qui a quand même écrit conservateur à côté de son nom avant de se tourner de bord et de voter pour un libéral. Mais qu'avaient en commun ces deux personnes-là? Ils étaient le gouvernement. Ils étaient la continuité. Donc moi, je pense que si on avait eu les conservateurs au pouvoir durant cette crise, les Canadiens auraient revoté pour les conservateurs. C'est ça, c'est qu'on cherche la sécurité, on voit le changement comme potentiellement pourrait bouleverser l'ordre établi du moment. Et donc là, bon, j'ai mon petit confort, on va au chalet en fin de semaine, j'ai un voyage de prévu. Est-ce que l'élection d'un nouveau gouvernement pourrait mettre en péril mon confort?
La réponse est oui, donc on se réfugie dans le statu quo. Là. Et on peut penser aussi qu'il y a une question d'âge, là, comme on l'a mentionné plusieurs fois durant cet épisode du Libre Podcast. Quand on le sait, même en économie, dans les investissements, les risques, c'est toujours plus facile quand on est jeune que quand on est vieux, puisqu'on a le temps de se refaire. Donc, éventuellement, peut-être que nous aurons transfert générationnel qui va permettre justement de la prise de risque pour permettre d'avancer comme pays. Alors, à vous deux, merci beaucoup d'avoir été là. C'est un plaisir d'avoir pu discuter de cette élection fédérale et de cette élection des libéraux de Mark Carney. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez suivre François Fournier sur l'ensemble des plateformes liées au balado Yann et Frank, ainsi que le Frank, le dédomiseur de son nom d'artiste, nous pourrons nous dire. On peut vous suivre aussi dans vos nombreuses chroniques que vous réalisez dans plusieurs émissions de radio. Et Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef de Libre Média. On peut te lire sur Libre Média ou libre-media.com. Alors, merci beaucoup à vous deux et très bonne semaine à vous et d'analyse les premiers 100 jours du gouvernement de Carney sont devant nous. Alors, on va vous écouter pour pouvoir y voir plus clair. Merci, à bientôt. Merci. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.